Salut Marc-Antoine, bienvenue sur le balado de la main verte. Yes, salut Alexandre, très content d'être là. On a pris une marche ces derniers jours et s'est glissé une phrase. On Ouais. s'est dit qu'on pourrait commencer par ça. J'ai dit, honnêtement, dans le contexte qu'on est en ce moment, si j'avais pas de serre à la maison, je me poserais des sérieuses questions. Puis c'est drôle parce que je le crois vraiment, de faire cette quote-là, cette citation-là, parce que tout est aligné en ce moment pour avoir une serre. Autant euh, une serre, tu le sais, t'en parles avec PA, ainsi de suite. Ça change complètement de la façon qu'on produit nos légumes, qu'on fait de la résilience alimentaire. La qualité, la productivité est vraiment au rendez-vous. Ça n'a jamais été aussi abordable d'avoir une serre. Puis dans le contexte où est-ce qu'on est, avec les prix à l'épicerie qui augmentent, l'incertitude géopolitique, on dirait que c'est une façon concrète d'avoir plus de résilience alimentaire. Puis il suffit d'avoir les connaissances. Puis en fait, ce qui est super drôle, je me rappelais, en fait, dans mon enfance, j'ai eu un potager tout petit. J'avais un potager qui était entretenu par ma grande tante, puis elle a été cloîtrée. C'était une serre cloîtrée. On dit qu'elle était dans un monastère avec une clôture, donc ils ne pouvaient pas sortir. Eux, leur job principal, c'était de prier et subvenir à leurs besoins en toute résilience. Donc, puis là, on parle des années, elle a fait ça 20 ans quand même. Là. Pendant 20 ans, elle était dans un monastère, donc des années 60, 70, 80. Puis imagine ne pas avoir accès à la nourriture de l'extérieur dans un climat québécois dans les années 70. Pas de serre, juste la grosse autosuffisance. Donc, euh, j'ai, elle était spécialiste apicultrice, donc elle s'occupait des ruchers animaux. Il y a des gens qui s'occupaient des patates. Et ensemble, par la force commune et la transmission de connaissances, étaient capables de survivre un hiver québécois. Euh, moi, je trouve ça incroyable. Les gens, dans le fond, nos pionniers, nos ancêtres qui, ensemble, par le travail d'équipe, par la transmission de connaissances, avec des moyens vraiment rudimentaires, étaient capables d'être résilients, être autonomes. Euh, Maintenant, en 2026, avec les technologies, les connaissances qui continuent, il n'y a plus de raison pour ne pas tendre vers l'autonomie alimentaire, énergétique et du bâtiment. Donc, c'est de ça que j'aimerais ça vous parler aujourd'hui. J'aimerais ça vous parler de la serre, mais peut-être aussi un peu plus à grande échelle, comment qu'on peut capter l'énergie pour justement tendre vers l'autonomie, autant au niveau de l'efficacité énergétique, mais aussi de la production agricole. C'est ça. En tout cas, tu as dit plein de choses que j'aime. Bien sûr que c'est le bon moment. Tu as nommé le côté abordable. Ça, c'est cool de l'entendre parce Mmh. que des fois, quand on entend, je pense les gens qui ont lu le titre de ce balado, comment concevoir une serre 4 saisons, on imagine tout le temps la grosse facture. Tu Ouais. as parlé de science et on a affaire à un ingénieur. Donc on va vraiment aller profond sur des concepts, plutôt scientifiques. Mais c'est ça qui est magnifique parce que tu parlais de connaissances à l'époque, le transfert du savoir. Et là, on va avoir un bel exemple de transfert du savoir pour qu'une serre, efficace, productive soit, à notre service entre guillemets et au service de la résilience, d'un collectif, qui est le Québec. Mmh. Parfait. Puis, il y a une autre raison pour laquelle c'est le bon moment, c'est que tu le savais pas, mais moi j'ai acheté un abri Tempo à 200 $ je peux le dire parce que ça illustre le côté abordable, un 20 par 16 et Mmh. je connais absolument rien sur la conception et j'ai vraiment hâte de découvrir, tout ça avec toi. Je te mets sous les yeux tes propres, slides, je vais nous ramener, hop. Parle-nous un petit peu de ce que tu as conçu, ta formation, comment tu vois ça dans le temps? Et Ouais, qu'est-ce que donc les ateliers du champ libre? ouais, les ateliers du champ libre. Donc les ateliers du champ libre, c'est super intéressant. Le c'est vraiment l'aboutissement de plusieurs années assis à l'école, en ingénierie, à apprendre les principes fondamentaux.
on a rep on dès l'école, j'étais plus intéressé justement par l'ingénierie alternative que conventionnelle. Donc, on parle de bâtiments écologiques, on parle d'autonomie, alimentaire par la sériculture, le design bioclimatique, les énergies renouvelables et ainsi de suite. Donc, au travers plusieurs initiatives, on a fini par fondé la première coopérative d'ingénierie au Québec qui s'appelle AltCoop. Donc, pendant plusieurs années, faire du service conseil dans ces thèmes-là. Donc, dans le bâtiment écologique, les séricultures et dans l'autonomie énergétique et alimentaire. Et on a fini par finalement concevoir en autoconstruction plein de projets. Donc, on est allé suite à l'académie le génie conseil, on est passé vraiment en mode concret, donc réaliser des projets, autoconstruire des bâtiments, des serres, des résidences, des granges. Puis toutes ces connaissances-là, on le met dans les ateliers du champ libre qui, le but, c'est de démocratiser ces connaissances-là, les connaissances qui on pourrait s'apparenter à du génie conseil, mais appliqué, au terrain. Donc, concrètement, comment vous pouvez quelles sont les solutions les plus probantes pour attendre vers l'autonomie, autant au niveau de l'alimentation, du bâtiment que énergétique. Excellent. Donc Puis, je ici, voulais on a juste le dire niveau 1, donc concevoir une serre 4 saisons niveau 1. Donc, le niveau 1, c'est découvrir. Le but, c'est de vous inspirer, de vous montrer les nuances, qu'est-ce qui existe sur le terrain. Et ensuite, on a le niveau 2, que c'est comprendre. Donc là, on va vraiment en profondeur d'un concept. Par exemple, une serre bioclimatique d'un certain modèle, on va les diagnostiquer, on va avoir les plans de construction, on va avoir les détails, comment vous pouvez l'adapter à vos propres contraintes, vos propres besoins. Et ensuite, on a le niveau 3 qui c'est fabriquer. Donc, ensemble, en corvée participative, on va fabriquer des éléments, par exemple de la serre, des systèmes énergétiques ou de récupération de chaleur, ainsi de suite, pour finalement repartir. Ultimement, vous allez repartir avec des éléments que vous aurez fabriqués en groupe dans une corvée participative. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment au travers de ces 3 niveaux-là, donc découvrir, comprendre, fabriquer, avoir une vue 360° sur les connaissances techniques pour atteindre vos objectifs d'autonomie, de résilience ou simplement pour le plaisir, par curiosité. Et ça, c'est pour les serres, oui, pour la production, séricole, mais aussi au niveau de l'autoconstruction écologique et la production d'énergie. ouais, parce que quand on apprend un concept, énergétique pour, profiter de toute cette énergie thermique qui nous entoure, on l'oublie plus quand on construit une maison Mmh. ou ne serait-ce qu'un garage, quoi que ce soit. Moi, j'ai des anecdotes de ce que j'ai appris, grâce à toi il y a 2 ans et c'est vrai qu'une fois qu'on connaît ces concepts, on les voit partout et on a envie d'en profiter. Pas juste pour produire plus de nourriture, mais aussi des fois baisser sa facture ou ne serait-ce que profiter de l'abondance naturelle que la planète nous offre, en Mmh. l'occurrence le soleil au minimum et la beauté des matériaux, comme outil. Puis les serres, c'est vraiment le meilleur laboratoire pour ça parce que tous les concepts du bâtiment, je parle de la serre bioclimatique, là, on va le voir un peu plus tard, il y a différents, si on veut, niveaux de complexité de serre, mais la serre bioclimatique qui s'apparente plus au niveau d'une habitation solaire, euh, a vraiment tous les mêmes principes fondamentaux qu'une habitation, mais poussée à l'extrême. Donc, les charges au niveau solaire, au niveau thermique, de l'humidité sont toutes dans les extrêmes. Donc, si on est capable de concevoir une serre qui est productive, qui ne surchauffe pas, puis qui est durable dans le temps, on est capable de dans le fond, transférer ces connaissances-là au niveau du bâtiment d'une résidence. C'est Mmh. presque, du tel que tel. Bon, rentrons dans le vif, du sujet. Tu nous parlais de niveau tout à l'heure. Là, tu montres différents usages qu'on peut faire ou plutôt stratégies de culture. Fait qu'on a différentes ambitions, tu sais, on un peu le niveau de base quand on a une serre, c'est la culture estivale. C'est oui,
freiner la pluie, le vent dans la culture, donc créer un microclimat qui va être plus favorable à la productivité puis la qualité de nos fruits puis de nos légumes. On veut souvent commencer un petit peu plus tôt, par quelques semaines plus tôt, finir quelques semaines plus tard par rapport à nos cultures en champ. Hem, Moi, à Saint-Adrien, en Estrie, on est en altitude. Mes tomates, c'est sont peu nombreux ceux qui vont, rougir sur le plant s'ils sont à l'extérieur d'une serre. Puis ceux qui vont rougir, ils vont se faire attaquer par les limaces. Contrairement dans ma serre légère, tu sais, c'est un abri très simple. Heu, je veux dire, on a un effet protecteur, là. On a vraiment une belle, c'est ça, une belle toiture, un beau parapluie qui nous protège nos plants. Ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2, c'est de dire: «OK, dans ce même espace-là, une serre très simple, qui peut être très simple, qui peut être un peu plus complexe, mais l'intention, c'est, hem, de cultiver, le plus tardivement possible, mais, à partir d'un certain moment dans l'année, dès que la photopériode, donc quand il commence à avoir moins d'éclairage, on parle de fin octobre, début novembre, il n'y a plus de croissance parce qu'il n'y a pas assez de photons, il n'y a pas assez d'éclairage pour la plante de faire suffisamment de photosynthèse pour, heu, engendrer une croissance significative. Donc à partir de la fin octobre, début novembre, hem, l'intention, c'est d'avoir des plants matures ou presque matures, qui vont, on va les garder vivants en qualité dans la serre, hem, puis que ça va servir de garde-manger. Donc on peut imaginer d'avoir toutes sortes de légumes-feuilles, vraiment une panoplie de variétés, hem, qu'on va garder dans notre serre. Puis si on respecte les bonnes conditions climatiques, température, humidité, donc minimum, si on a des plantes qui tolèrent le froid, mais qui ne tolèrent pas le gel, ben, on va s'assurer que la serre ne gèle pas, par des couvertures flottantes. Donc c'est des couvertures thermiques, là. C'est finalement mettre des draps, par-dessus les plants, mais des draps qui laissent passer, la lumière puis la vapeur d'eau. Vous pourrez rechercher ça sur internet, là, des couvertures flottantes ou des couvertures thermiques. Mais l'idée, grosso modo, c'est de respecter ces températures minimum de la plante et maximales pour qu'elles gardent une bonne qualité puis qu'on puisse les récolter au travers de la saison froide. Jusqu'à temps qu'on se dit: «OK, ben ça me coûte trop d'énergie», entre guillemets, soit active, heu et active de notre propre, énergie parce qu'il faut quand même gérer cette serre-là. À un moment donné, on peut décider qu'on veut prendre un repos ou bien, active énergétiquement, donc consommer de l'énergie thermique pour chauffer parce que quand il commence à faire, 5 °C où on approche du gel, si on ne veut pas perdre nos cultures, il faut injecter de l'énergie. Donc à partir du moment qu'on injecte de l'énergie, il faut se poser la question: «OK, jusqu'où que je suis prêt à aller? Est-ce que ça vaut la peine?» Hem, Puis la conception de la serre en tant que telle va dicter à, à quel niveau ou à est-ce que ça va prendre du temps ou ça va être rapide avant de commencer à injecter de la chaleur? Donc le niveau Mmh. 2, c'est de garder des plants vivants, hem, au travers de la saison froide, par exemple à l'automne. On peut avoir ça peut être même gardé pendant, le mois de janvier, avec des cultures qui tolèrent le gel. Tout ça pour dire qu'on est capable d'avoir un garde-manger vivant, ce qui complète beaucoup nos patates, nos courges, nos légumes de conservation. C'est vraiment intéressant d'avoir, justement accès à de la fraîcheur pendant les mois les plus déprimants de Et c'est une l'hiver. question que j'allais te poser, parce que j'adore le terme garde-manger vivant. Je trouve que c'est vraiment un sublime moyen de montrer qu'on le comprend, le vivant, au point où on peut le laisser en dormance. Mais mon imaginaire, quand je lis garde-manger vivant, tu sais, je vois des carottes encore en sol. Mmh. De par le fait que les températures sont mieux contrôlées, elles vont, se conserver. Mmh mh. Et mais tu as nommé aussi qu'on peut venir, rentrer ces cultures d'été, comme les pommes de terre, et les mettre dans la serre pour qu'au final, ça devienne un caveau. Ah, on pourrait-tu faire un caveau? Je pense que le caveau, tu mieux de le garder vraiment un espace,
ben, sombre et humide. Fait que le garde-manger, je le vois vraiment pour, comme tu viens de dire, tu sais, semer des carottes, puis même les carottes, ils peuvent geler, tu sais, ça va libérer les sucres. Fait que Mmh. d'avoir des légumes feuilles, des légumes racines, vous pourrez regarder OK, des chartes, mais c'est pas suite à une récolte qu'on va les mettre dans la serre, c'est vraiment plus les de prévoir dans notre calendrier de culture, OK, des c'est bon, ouais. cultures qu'on va semer à la fin de l'été, qui vont être dans la serre et qui vont venir à maturité dans la serre, puis au moment où est-ce que la photopériode est la plus f commence à être trop faible, ben, ils sont à maturité. Puis on peut juste les Ouais, récolter. On peut les récolter rapidement, quand on donc veut. Ouais. ouais, ou Donc au non. final, le terme, il est vraiment parfait. Excuse-moi d'avoir introduit ce terme qui peut prêter à confusion, mais Mmh, et puis je vais dire pourquoi c'est une de mes, problématiques. Parce que moi, j'ai une thermopompe dans toute la maison, donc j'ai qu'une seule température pour toutes les pièces, puis j'ai un sous-sol, mais malheureusement, de par le fait que c'est une thermopompe, généralisée, bah, au final, j'ai qu'une température, donc j'ai pas vraiment de pièce plus froide. Donc j'ai un peu de la misère avec mon ail à le mmh. faire durer toute l'année, les pommes de terre, enfin que c'est vraiment un sujet où je cherche une solution. C'est que ça sera pour une autre fois. Et donc ensuite, si on veut passer, à un niveau supérieur. Ouais, le niveau 3, c'est vraiment de produire activement pendant la période froide. Donc, hem, comme j'ai mentionné, à un certain point, par exemple en novembre, il y a pas assez d'éclairage pour produire. Donc c'est souvent le premier facteur limitant de la croissance des plantes, c'est la photosynthèse, c'est l'éclairage. Si on veut produire à partir de novembre, en continuant, activement, il va falloir, de l'éclairage d'appoint, ce qui est, hem, ce qui est moins énergivore qu'avant avec les LED. Puis on peut se dire que, OK, mais si nos lumières sont allumées, ça produit de la chaleur. On est en période, de où est-ce qu'on veut potentiellement avoir plus de chaleur. La température, c'est le deuxième facteur limitant souvent. Donc, on va avoir une température pour, qu'il y ait une croissance plus rapide. Donc, à partir de ce moment-là, on va devoir avoir de l'éclairage d'appoint. Au début, c'est moins, hem, ça y va graduellement jusqu'à le mois les mois de novembre, décembre, c'est vraiment les mois où est-ce que c'est le plus dur au niveau de l'éclairage, autant au niveau de la photopériode, donc la durée du jour, mais aussi le couvert nuageux qui est vraiment, qui est plus déprimant. Dans le fond, il fait plus gris ces mois-là, là. Autant pour le photovoltaïque, les maisons solaires passives, les serres, c'est tout le même enjeu. Il manque d'énergie au Québec pendant les mois de novembre, décembre. Donc c'est les mois à dans le fond, à outrepasser. Puis une fois qu'on est rendu en janvier, février, déjà là, notre serre chauffe plus, on a plus de photons, on a plus d'éclairage pour nos légumes, ainsi de suite. Donc, si on veut produire plus activement en période froide, on a besoin d'éclairage, on a besoin de conserver notre chaleur. Donc, on a, finalement plus de systèmes pour finalement créer un climat, un microclimat pour nos plantes pour qu'ils soient productives. Puis, qui dit système dit investissement et en temps et ou en argent. Donc, on a besoin de doser ça pour que ça fasse du sens dans notre réalité. Donc ici, on a 3 types de serres qui est assez commune, auxquelles on participe à la fabrication puis à la conception. Donc des serres annexées au bâtiment, des serres indépendantes. Ces 2 premiers-là, ils ont plus un design bioclimatique dans le sens qu'on parle de complexité, juste avant le niveau 3, ben ça se rapproche du niveau 3. Tu sais, on voit qu'on a des murs opaques, heu au nord, même partiellement est-ouest. Ça, c'est pour la conservation d'énergie. Hem, Même chose pour tout est optimisé pour conserver l'énergie, puis, finalement le stocker. On pourra regarder ça un peu plus tard, mais ces modèles-là qu'on dit plus bioclimatiques, hem, c'est des serres qui sont optimisées pour un climat nordique, pour être capable de produire le plus longtemps possible avec le moins d'intrants d'énergie possible. Et ensuite, à droite, puis il y a tout un spectre, hein, de types de serres entre ces 3 modèles-là. Donc, c'est vraiment pas les seuls modèles, mais là, dans l'autre extrême, dans les serres les plus simples, on a les serres légères ou les abris simples, qui est essentiellement
une structure avec une fenestration, un matériel de fenestration par-dessus. Dans ce cas-là, on a un abri Tempo ou un abri auto qui a été recyclé en serre. Heu, puis, hem, ce qui fait un système super simple à déployer, peu coûteux, puis on peut quand même être au niveau 3. On peut quand même être au niveau 2, excusez. Donc en termes de complexité, on peut récolter assez tardivement avec des méthodes, avec des systèmes très simples, comme les couvertures thermiques, un petit chauffage, une bonne étanchéité. On pourra regarder ça un peu plus tard, mais tout ça pour dire que c'est possible d'avoir simplicité et tout de même avoir une production ou une diversité de légumes, même en saison froide. Excellent. Je te Ceci pose dit, quelque juste pour, Ouais, vas-y. compléter, le coût initiaux est vraiment différent pour tous ces types de modèles-là. Puis ça, c'est quelque chose qu'on est très sensible. Hem, il y a dans certains cas, surtout on travaille beaucoup avec des autoconstructeurs ou des gens qui intègrent des serres à la maison. Donc, dans le premier exemple, les serres annexées à la maison, c'est une bonne occasion de créer un espace de vie, un milieu de vie agréable. Ces gens-là, ils ils vont pas pour le dollar de la laitue. Tu sais, c'est pas simplement qu'est-ce qu'ils plantent, qu'est-ce qu'ils récoltent, est-ce que je vais potentiellement avoir un retour sur investissement? Ça reste des infrastructures qui coûtent, au moins 10 000 $. Tu sais, c'est le bas de la braquette. On a une fondation, on a une fondation en béton généralement. On a une fenestration de qualité, donc on ne met pas de polythène là-dessus, donc c'est soit du polycarbonate ou du verre. On a de l'isolation, on a certains systèmes pour assurer, la survie de nos plants, donc la ventilation, du chauffage. Donc ça reste des serres qui sont plus dispendieuses. C'est pas pour tout le monde, mais lorsque c'est bien intégré dans la vision, par exemple, d'avoir un milieu de vie, la vision de résilience, tu sais, ça reste que c'est une serre qui va être capable d'être productive, heu, pour la durée de vie de la maison essentiellement. Donc c'est vraiment de bâtir, heu, un certain patrimoine si on veut, on bâtit quelque chose qui va être durable dans le temps. Même chose pour la serre indépendante, un peu la même vision. On a une assurance d'être capable de produire à l'année si on veut. Donc, c'est pas essentiellement toujours au niveau du budget, ça peut être au niveau de la vision qu'on peut choisir de faire, ces choix-là. Bah, je suis sûr que tu as des clients qui le voient comme un investissement incroyable pour leur propre abondance sur 20 à 30 ans et qu'au final, tous les coûts initiaux sont absorbés. Qui plus est, si on inclut l'inflation de tout, ce Mmh. qu'on va acheter pendant 20 à 30 ans et comme on disait, ça profite aussi la maison. On est d'accord que la 1re annexée au bâtiment, c'est chez toi? Ouais, exactement. C'est chez nous OK. quand la phase 1, si on veut, Ouais, lorsque j'avais moi, ça a été un processus très, évolutif. itératif. C'était évolutif, mais tout était planifié. Donc, on s'est construit Mmh mh. une mini maison, sur roue, ma copine et moi en 2018 et on l'a mis sur un terrain qui acceptait d'avoir une mini maison sur roue si on avait une fondation, puis si on respectait les dimensions minimales pour le bâtiment. Donc, il manquait, des pieds carrés pour respecter le minimum qui était de 350 pieds carrés. Finalement, on s'est questionné, OK, si on avait à rajouter un espace de vie sur notre maison, sur notre mini-maison, ça serait quoi? Ben, c'était le solarium. C'était l'espace, de Mmh mh. culture et de plaisance, là, c'était même pas une question. Donc on a finalement la 1re pièce de notre maison qui est maintenant construite. On a une entre guillemets «une vraie maison». Heu, ben, c'est notre serre d'abondance. Hem, donc ça a été fait Mmh de mh. façon évolutive, mais c'est ça. Si j'avais une Pour moi, c'est une passion, puis lorsque on a une passion, on n'a pas de retour sur investissement. J'aime tellement le jardinage, j'aime tellement la gestion, de la sériculture, puis de la gestion énergétique que pour moi, c'est ça, c'est un milieu de vie, puis c'est un laboratoire. Fait que j'ai pas besoin d'avoir un retour sur investissement. Ça Ou plutôt, finalement les légumes tu l'as fois 10 000. C'est peut-être Je mmh mh. préfère le voir comme ça, c'est que tu l'as fois 10 000 au point où il y a
Même plus besoin de le quantifier tellement il est profitable pour toi sous Ouais. bien des aspects et d'ailleurs, mon intuition me dit que ça va pas s'arrêter parce que moi j'ai fait ma formation sur, la cirque de saison dans cette même, petite serre avant que tu construises ta grande maison. Puis pour ceux qui ne l'auraient pas capté, Marc-Antoine y a cité, qu'il y avait des problèmes de tomates à Saint-Adrien. Comme vous m'avez peut-être entendu le dire dans les épisodes passés du balado, parce qu'on est quasi voisins à l'échelle de la ruralité, seulement 6 kilomètres entre nous et Mmh. c'est vraiment quelqu'un de spécial dans notre communauté et pour moi parce que je l'ai vu construire cette serre de mes yeux, au fur et à mesure que j'allais au village conduire ma fille à l'école le matin et autres. Enfin que c'est un grand plaisir de t'avoir aujourd'hui raconté toute ton histoire et transmettre ton savoir et ouais, bah, c'est ça et maintenant tu as construit ta maison à côté, puis on va découvrir, les ateliers du Champ Libre qui vont s'y greffer, Mmh. juste après. Puis Excellent. si on parle d'abordabilité, puis on va pouvoir le couvrir, dans les prochaines slides, mais, tous les systèmes constructifs, que ce soit des fondations, de l'ossature, de la fenestration, de l'isolation, encore là, il y a plusieurs niveaux, hem, de coûts en fonction de si c'est recyclé, si c'est neuf, si c'est valorisé d'un autre projet. Donc ça aussi, ça fait partie de la résilience économique. C'est comment qu'on peut utiliser les matériaux, qui sont qui sont performants, mais aussi abordables. Donc, il y a plein de solutions, de stratégies, heu, qu'on peut avoir pour justement réduire ce coût-là, pour le démocratiser. Parce que ça reste des espaces incroyables, mais si ça coûte 20 000 tu sais, tu y penses 2 fois, là. Tandis que si on compare, par exemple, une fenestration, classique et acheter un vitrage double, en verre, avec, toutes les moulures particulières, on peut facilement avoir juste pour ce système-là 10 000 de coût ou bien donc trouver des vitrages recyclés ou bien, d'avoir un hybride vitrage, en verre polycarbonate. Mais moi, mon mur rideau de verre a coûté 500. Autant le vitrage que les moulures, parce que j'ai trouvé un lot de porte-patio, puis j'ai développé un système d'attache puis un système d'étanchéité. Ça fait 6 ans qu'ils sont installés, ça n'a jamais coulé, ça n'a jamais décellé. Donc il y a encore là mais tout ça, ça passe par les connaissances. Tu sais, tu peux pas le deviner, si tu l'expérimentes, tu acceptes que ça fonctionne pas. Mais l'intention, c'est d'être capable d'en parler, puis d'avoir les connaissances au moins, pour minimiser les chances d'erreur de ton projet, donc Oui. augmenter les chances de succès. Et moi, je trouve que c'est vraiment un beau moment dans ton histoire, mais aussi la nôtre parce que tu as dit que tu avais lancé la coop Halte, mais tu as aussi créé des dizaines, vingtaines de bâtiments, écologiques, dont des serres Mmh. et on va profiter de tout ça, pas juste dans ce balado, mais dans aussi ta nouvelle offre, qu'on va partager par la suite. Enfin, on va illustrer tout ça. Est-ce qu'on rentre dans le sujet de la connaissance, justement, Ouais. un peu comment on structure son intellect autour d'une serre fonctionnelle? Puis je Mmh. voudrais aussi dire que, au fur et à mesure que je t'ai entendu parler de concepts et de soucis du détail, quand on parle de serre de luxe, on découvre aussi que mettre de l'argent, c'est probablement pas toujours le meilleur moyen d'avoir une serre, efficace parce que quand on n'a pas la connaissance scientifique de certains paramètres qui sont en relation entre eux, je suis certain qu'on peut perdre jusqu'à 30-50 d'efficacité parce qu'on n'a pas peaufiné les paramètres de l'équation et au final, je serais presque plus à dire, arrête-moi si je me trompe, que la connaissance prime sur le budget dans ce que tu vas Ah nous ouais, dire. ce qui coûte le plus cher, c'est le manque de connaissances puis les erreurs qu'on fait. Ceci dit, c'est important de faire des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend, mais, reste que le, dans plusieurs cas, même nos serres, certains clients se disaient capables de prendre en mesure des étapes. Ils ont réalisé, puis ça a pas eu les résultats escomptés, juste parce qu'ils ont coupé les coins ronds, si on veut. Donc ça, c'est vraiment
C'est ce que je trouvais dur dans le service conseil, puis que je trouve encore dur, c'est que ça reste des gros coûts, le service conseil. Tu sais, c'est des taux horaires qui servent à faire rouler, ben, une entreprise, puis tu conseilles un projet à la fois. Tandis que la formation, tu peux conseiller, tu sais, des vingtaines de projets à la fois, puis ça permet d'aller plus loin avec le même budget, si on veut. Fait que c'est pour ça que je crois beaucoup à la transmission de connaissances, par la formation, soit web ou en ligne, web ou en présentiel, parce qu'on peut aller plus loin, puis on peut bâtir des connaissances sur des connaissances, sur des connaissances, donc aller plus loin des projets. Donc c'est vraiment ça mon souhait, c'est d'être capable d'accompagner des individus, des collectivités, mais en bâtissant sur des connaissances acquises. Par exemple, le niveau découverte, je ne vais pas vous l'enseigner 3 fois, là. Ça va être une fois. Après ça, on va aller vraiment dans le détail au niveau des fondations, de la fenestration, de la masse thermique, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on a devant les yeux, c'est les grands principes du design bioclimatique. Le design bioclimatique, c'est comment on peut utiliser les phénomènes naturels et physiques pour créer un lieu favorable pour la culture ou pour les humains, puis minimiser la dépense énergétique, euh, finalement, d'Hydro-Québec ou un autre carburant, et ainsi de suite. Donc, le principe, euh, ça s'applique autant au niveau, ben, principalement au niveau d'une serre qui voit la neige, grosso modo, fait que 3 saisons, 4 saisons, parce que, mais tous les concepts ou la majorité s'appliquent également à une serre vraiment plus simple comme une serre tempo. Donc, le numéro un, c'est capter. Donc, le but d'une serre, c'est de créer un espace, si on veut, fertile, autant au niveau du sol que de l'air, pour la production des plantes. On l'a dit précédemment, le premier facteur limitant pour la croissance, c'est l'éclairage. Il faut que les plantes aient de la photosynthèse. Il faut qu'ils fassent de la photosynthèse pour qu'ils puissent bâtir les sucres, pour qu'ils puissent bâtir les tissus. Fait que c'est capter le soleil est super important. Lorsqu'on a simplement une toile par-dessus, une structure très légère, on ne manque pas d'éclairage, mais à moins qu'on soit dans la forêt. Fait que ça, c'est aussi important. Lorsqu'on place notre serre, il y a l'orientation, surtout pour une serre solaire passive, parce que potentiellement, on va isoler le nord. Dès qu'on isole le nord, il faut absolument s'orienter avec le soleil. On a le droit d'être plus ou moins 15 degrés, ça n'aura pas beaucoup d'impact. Si on veut vraiment maximiser l'effet bioclimatique, on s'oriente un petit peu plus vers l'est, on veut les premiers rayons de soleil qui vont rentrer dans notre serre le matin. Parce que le, le moment où est-ce qu'il fait le plus froid dans notre serre ou où est-ce qu'on consomme le plus d'énergie thermique dans notre serre, c'est pas à minuit le soir, c'est juste la seconde avant les premiers rayons du soleil. Qui plus est, On le 1er a hâte, décembre, par on a hâte exemple. de les voir, les rayons du soleil. Ouais. Mais quand tu dis orienter un petit peu plus à l'est, on est d'accord que c'est aussi pour, se donner plus de chance, l'hiver. Tu nommais les pires mois de l'année, d'un point de Mmh. vue, photosynthèse. Donc là, on est au 1er décembre, 1er janvier. Est-ce que c'est pour ça qu'on se met un tout petit peu plus à l'est pour capter les premiers rayons dès le matin? C'est plus dans tous les cas, si on est pas là, on parle du sud, on parle pas du sud magnétique, on parle du sud géographique ou solaire. Le sud, ben, le sud géographique, pour faire simple, va faire que à midi, on est plein sud. Si on tasse un peu vers l'est, l'orientation de notre bâtiment, on va avoir de l'éclairage un peu plus tôt qui va pénétrer notre serre. Donc, autant pour la photosynthèse, il va être plus tôt, ça c'est tel que tel, mais c'est vraiment pour la chaleur. Parce que à la fin de la journée, notre masse thermique va être remplie, saturée. Il va faire chaud pendant un bout, là. Mais on a hâte qu'il commence que la serre entre guillemets, se dégèle ou du moins se réchauffe parce que les plantes ne vont pas croître si la température est trop faible. Donc, même Et si on a de dans l'éclairage, il se fait frais dans la serre, hem, ben, on va il y a encore là le facteur limitant ne sera pas l'éclairage, va être la température. Donc, on a besoin justement d'avoir cette balance-là et mettre les chances de notre côté. Donc, l'orientation, si on est
en mode solaire passif, isolé au nord. Super important de maximiser notre capteur solaire au sud et ce qu'on veut aussi, c'est minimiser les ombrages. Tu sais, autant les ombrages extérieurs qu'intérieurs dans la serre. Parce que c'est le à l'extérieur de la serre, on parle des obstacles, les bâtiments, le Mmh. relief, les arbres, ainsi de suite, pendant les saisons de culture. Donc souvent, c'est rare qu'on est dans une prairie, fait que c'est normal d'avoir des obstacles, mais c'est quand même de situer si on a le luxe de situer notre serre, de la situer à un endroit, lorsque les saisons qui nous intéressent, ben, on est capable d'avoir un minimum d'obstacles. Là, on peut utiliser des applications sur notre téléphone J'allais dire. pour vraiment le visualiser, là, parce que c'est très abstrait, hein. Au solstice, d'hiver, on est autour de 20 degrés par rapport, à l'horizon. Puis au solstice d'été, ben, on est autour de 68-70 degrés par rapport à l'horizon. Fait que le soleil, il bouge autant au niveau, de l'angle qu'au niveau de l'azimut, là, il est de plus en plus vers l'est et l'ouest, là. Fait que c'est assez complexe à visualiser. Il y a beaucoup d'applications maintenant, là, qui sont super utiles pour détecter les obstacles. Puis aussi de garder en tête que à partir de ce temps-ci de l'année, tu sais, à partir de mai, selon votre région, les feuilles commencent à pousser dans les arbres. Fait que c'est tel que tel, l'hiver, le couvert feuillu pour les arbres, ben, c'est des arbres feuillus, ils sont tombés, donc on a un plus grand éclairage, mais à partir, tu sais, de la mi-mai, fin mai, là, ça crée un obstacle. Donc, c'est à garder en tête aussi, à partir on est capable d'anticiper l'obstacle des feuilles, hem, pour une production, par exemple, en hâtive ou bien, Mmh. ce qui nous gêne moins là, en plein froid, lorsque les feuilles sont tombées. Fait que bref, obstacle Ouais. extérieur, obstacle intérieur, c'est toute la structure de la serre et même, tu sais, que ça soit les murs opaques, si on a mis de l'isolation, ben, il faut doser l'isolation au mur est-ouest. La structure de la serre, plus qu'on a des meneaux, fait que l'ossature, plus qu'ils sont réguliers ou plus qu'ils sont massifs, ça crée de l'ombrage. Puis c'est plus vulnérable dans une serre solaire passive de manquer d'éclairage dans la serre. Donc, mmh, ce qui est important, c'est d'avoir, notre éclairage en quantité suffisante pour être capable de produire, sinon notre serre ne fonctionne pas. Fait qu'il y a vraiment un dosage au niveau de la captation qui est super importante. On Mais l'a dis-nous vu oui, concrètement, vas-y. tu as dit quantité suffisante, mais moi je à t'écouter, j'ai l'impression qu'on parle de quantité maximum. Donc là, on fait tout pour minimiser les ombrages, y compris des charpentes, Mmh. plus discrètes, mieux pensées, plus solides. On est d'accord que c'est ça? Ouais, exactement. Donc, l'été, il y a pratiquement jamais de problème au niveau de l'éclairage, sauf s'il y a vraiment un obstacle. Quelque chose qu'on voit, comme erreur de Ouais. conception, c'est hem, il va avoir l'isolation, par exemple, de la toiture nord ou bien, juste la géométrie de la serre va créer un ombrage qui, sur papier, un plan 2D va dire: «Ah, ben non, j'éclaire ma zone de culture», par exemple, mes tomates, mes légumes grimpants, mes vignes. Ah oui, au niveau du sol, il y a pas de problème, mais après ça, quand tu amènes ça en 3D, ben, il faut que le rayon d'éclairage se rende à 6 pieds, à 7 pieds au niveau de ma feuille de tomate. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'obstacle non plus en hauteur, qui va Mmh. bloquer, la lumière au solstice d'été. Au mois de juin, l'angle est plus pentu, tu sais, hem, donc si on a de la structure ou de l'isolation au niveau de la toiture, ça peut vraiment gêner la Mmh. photosynthèse des plantes qui sont plus hautes ou plus éloignées dans la serre. Donc il y a vraiment lorsqu'on conçoit notre serre, puis on rajoute des éléments qui vont créer des obstacles, il faut penser 360 degrés dans toutes les directions, là. Puis sur 20 ans aussi, parce que petit deviendra grand, si tu as un Mmh. arbre, qui est déjà pas mal, il peut moi j'ai des immenses arbres ici, j'hallucine de l'ombre qu'ils créent, mais Mmh. heureusement on en a tiré plutôt bénéfice qu'autre chose. Parfait. Avant de passer sur la partie stockée et donc le pourquoi du mur nord, parce que tu sais, tu le présentes comme ça, mais c'est un peu mystérieux quand on ne connaît pas
pourquoi, quand on parle de capter plus, on vient, isoler le mur nord. Oui. Mais parle-nous avant du ratio largeur, Mmh. longueur, parce que vu sur le schéma, ta coupe, on réalise pas trop l'impact Mmh. de l'un ou l'autre. Ouais, c'est ça, puis c'est encore dans le capter. Donc, ce qu'on veut dans notre design de serre bioclimatique, c'est qu'on veut maximiser notre collecteur solaire. Donc, notre collecteur solaire, c'est notre fenestration au sud. C'est là que toute l'énergie qui va arriver pour les plantes, puis aussi pour notre énergie thermique, pour la température, de notre serre. Puis, il y a un ratio, si on veut, en design bioclimatique, que c'est, heu, la largeur est au moins 2 fois plus grande que la profondeur. Ça peut être 2 à 3 fois plus grande. Donc on privilégie des serres plus longues que plus profondes, encore là pour maximiser notre collection, notre captation, puis minimiser les ombrages qui vont être créés par la structure ou bien même par les cultures. Plus qu'on a de rangs de culture, plus qu'elles font justement qu'ils se battent pour le même photon, pour la même le même rayon, lumineux. Donc on Mmh. a un ratio, si on veut, comme règle du pouce, de 2 pour 1 ou de 3 pour 1. Donc large 3 fois plus large que profondeur. Parfait, Donc c'est un bon moyen mémotechnique. Qu'on passe donc sur stocker. ensuite, on a stocké. Ça, c'est autant l'été que l'hiver. Donc la serre, hem, ce qu'on veut, c'est capter le maximum pour notre photosynthèse, hem, mais ensuite, on veut limiter les pics de température. Donc, on peut imaginer, par exemple, si on met sa voiture dans un parking orienté plein sud. Nos bancs sont faits en cuir, sont noirs, il y a pas de masse vraiment. L'effet de serre est instantané. L'éclairage va, finalement faire, grimper la température dans la voiture, puis on vient de créer, vraiment un four solaire. Si on remplace les bancs de cuir avec la maçonnerie ou si on met au lieu des bancs de cuir, on met il y a eu une mode là, les lits d'eau. Je sais pas si tu as connu ça en France? Pas comme ça. Tu as pas connu ça? C'est c'est vraiment une drôle d'idée, mais tout ça pour dire, les matelas étaient faits d'eau à place de mousse. Ça pour dire, l'eau, OK, c'est une Lido au excellente. sens propre, ouais, OK. Oui, oui, littéralement, on avait des lits d'eau, là. C'est très, années 90, là. Tu embarques là-dessus, puis c'est comme si c'était sur un traversier. Bref, ça l'a pas duré pour toutes les raisons que tu imagines en ce moment. Mais imaginez si nos bancs d'auto étaient faits d'eau, des réservoirs d'eau, heu, la masse va se chauffer, l'énergie va pas seulement aller dans l'air, mais va aller dans les matériaux. Puis c'est ça qu'on veut dans la serre, on veut que l'énergie supplémentaire aille dans nos matériaux de la serre. Donc le substrat, notre mur nord, nos réservoirs d'eau, d'irrigation, heu, ainsi de suite. On veut la stocker pour aplatir la courbe. Tu sais, à Arruda, on avait une courbe là, des infections coronavirus. On essaie d'aplatir la courbe. Donc, on veut limiter les températures trop élevées, puis le redistribuer, donc avoir un plus grand équilibre au niveau de la température intérieure dans notre serre. Fait que ça, c'est stocké. Puis là, on a différents matériaux qui, qui peuvent être intéressants autant au niveau constructif que on peut ajouter. Donc, constructif, on parle de maçonnerie, par exemple, qui peut faire un bon revêtement intérieur. Si on est en culture en bac, ben, on peut avoir des bonnes dalles de patio épaisses qui vont faire notre plancher. Ce qu'il faut se rappeler, le, c'est toujours plus efficace de transférer de l'énergie si les matériaux voient le soleil. Donc, si ils sont réchauffés directement par la radiation solaire et non pas juste par la convection. La De convection, l'air, c'est ouais. le transfert de chaleur de l'air au matériel. Donc, on veut voir les matériaux. Il faut qu'ils soient visibles par notre collection solaire. Ce qui est intéressant, c'est l'eau, ça reste un des matériels le plus intéressant en termes de matériel de masse thermique.
au niveau de la capacité thermique volumique, l'eau est 2 fois plus intéressante que le béton. Tu sais, on aurait tendance à dire que le béton, je veux dire, c'est lourd, c'est froid, tu sais, c'est une bonne masse thermique, oui, mais imaginez l'eau, c'est 2 fois mieux au niveau de sa capacité thermique volumique. Puis, une autre chose intéressante avec l'eau, c'est qu'à 0 °C, donc au point de gel, il y a un changement de phase. Il y a un changement de phase entre l'état liquide et solide. Puis ces 0 °C, c'est également vraiment une température décisive aussi pour les plantes. Il y a beaucoup de plantes qui, si ils gèlent, c'est la catastrophe, si on veut. Là. Les cellules vont Oui. exploser, puis vous allez tuer vos plants. Fait qu'il y a certaines cultures qui résistent, ou du moins, ils tolèrent le froid, donc des températures qui s'approchent de 0 °C. Il y a certaines plantes qui vont résister au gel, qui vont tolérer le gel, mais ça reste beaucoup plus limité d'avoir des plants qui résistent au gel que ceux qui tolèrent le froid. Donc, ce qui se passe si on a beaucoup de masse d'eau dans notre serre et qu'on est en saison de gel, mais plus ça va aller dans la nuit, notre température dans la serre va chuter. Et lorsqu'on va approcher du 0 °C, l'eau se réorganise et relâche beaucoup d'énergie. Donc, on a la température qui chute, qui chute, qui chute. Près de 0 degré, la température va stagner. Il va y avoir un plateau. Le temps que l'eau se réorganise et ça nous permet d'avoir une résilience pour nos plants dans notre serre pour éviter le gel de notre serre. Donc, avoir de l'eau proche des plants, des bouteilles d'eau à la limite près des plants, c'est super efficace. Parce que pour Mmh. vous donner une idée, si on prend 1 litre d'eau, par exemple, puis on le fait passer de 3 degrés de 3 degrés à 2 degrés. Donc, juste un différentiel de température de 1 degré, ça relâche 1 Wh par litre. 1 degré, 1 Wh par litre. Mais si on passe de 0 à -1, ça relâche 90 Wh par litre. Donc, c'est incroyable la quantité d'énergie du changement de phase. Ça nous permet d'avoir cette résilience-là qu'on n'a pas avec le béton, Mmh. l'argile ou autres matériaux. Ce que je trouve incroyable quand on dit que la nature est bien faite, c'est en effet l'eau s'est synchronisée avec l'instinct de survie de la plante où toutes les 2 elles veulent pas geler Mmh. et l'eau vient aider de par son instinct de survie quelque part et ses propriétés chimiques qu'elle a développées sur, des millions de siècles, des centaines de siècles, pardon. Non, l'eau, c'est la Elle vie, hein. Ouais, L'eau, ouais, c'est non, la là, vie. c'est vraiment des propriétés que je connaissais pas, quoi. C'est honnêtement, c'est incroyable. Sur ton schéma, on devrait rajouter des bouteilles ou des barils d'eau, là, Ah ce que ouais, tu ouais, me ouais. conseilleras. Mais on comprend mieux pourquoi tu isoles le mur nord, donc pour stocker cette énergie, au sacrifice d'un Mmh, peu plus de captation de lumière, puisqu'elle peut aussi mmh. arriver par, réflexion de l'autre bord, j'imagine. Ouais, Et tu as nommé le substrat comme masse thermique, ça je trouve ça fort aussi, parce qu'autant les barils d'eau, je trouve qu'on le visualise, bien. Hem, Substrat, eau, l'isolant de ton mur nord, tu nous en as pas dit des matériaux particuliers? ouais. Ben, en fait, ça va être dans la section conserver. Ah, Donc, bah, vas-y. conserver la chaleur. Parce qu'une fois, on a stocké tout l'excédent de chaleur qui peut être utile. Puis encore là, je le répète, c'est autant l'été que l'hiver. On veut stocker, on veut avoir une inertie thermique autant l'été pour justement limiter les gros pics de température dans notre serre. Puis on n'est pas là pour ventiler, ouvrir les, les côtés ouvrants et ainsi de suite. Donc, on veut stocker. Hem, Puis le stockage, tu sais, c'est un peu le design de de notre plan 2D, si on veut, nos planches permanentes, nos bacs qui vont dicter: est-ce que j'ai de la place pour du stockage, par exemple des barils d'eau ou non? Ou ça serait un trop grand compromis? Parce que ça reste que rajouter des barils d'eau, si c'est pas utile, tu sais, à l'irrigation ou c'est pas utile à, mettons, s'en servir comme table pour comme de table de pépinière ou pour,
qui a une autre fonction, ça reste que ça coûte cher en termes d'espace, mais des fois, ça fait juste du sens parce que la largeur de notre serre est telle, OK, je peux mettre 2 planches de culture circuler au centre, j'ai de l'espace j'ai 20 pouces pour mettre un baril d'eau, ben, je vais pouvoir mettre des barils d'eau, puis ça va juste avoir un effet positif au niveau de ma serre, puis être plus résilient. Donc, on a le stockage. Après ça, on tombe dans la troisième étape, si on est en période de chauffage. Donc, si on est à l'automne ou on est au printemps ou on est à l'hiver, ce qu'on veut, c'est conserver l'énergie dans notre serre. On est en mode chauffage. Fait que, donc, d'où vient notre mur opaque isolé au nord? Parce qu'il y a très peu d'éclairage utile qui rentre par le nord. Fait que c'est un sacrifice d'isoler, mais c'est un sacrifice pour avoir une meilleure conservation de l'énergie. Donc, il y a plus finalement, c'est une équation, c'est un bilan thermique très simple. Il y a plus d'énergie qui sort du mur nord qui rentre. Donc, on préfère pour la saison froide l'isoler. Dans une serre, super avancée, ben, ce mur-là, l'été, il serait transparent. Il y aurait une forme modulaire qui permettrait d'enlever l'isolation au nord, à l'est, à l'ouest, puis redevenir un abri simple à partir du mois de juin. Mais par simplicité, on choisit nos combats, puis on isole le nord pour les serres qui veulent traverser les mois les plus durs de l'hiver. Fait qu'on conserve la chaleur, puis si on se rend au point de OK, j'ai stocké, j'ai conservé le plus que je pouvais, selon mon design. La température chute encore et au détriment soit de la productivité de nos cultures ou même la survie de notre culture, là, je vais injecter de l'énergie. Donc, il va y avoir une production d'énergie. Ça peut être sur plusieurs formes. Ça peut être un poêle à bois, ça peut être une résistance électrique, ça peut être un panneau solaire qui a produit qui a produit de la chaleur, puis qui l'a conservé dans un réservoir, euh, donc qui chauffe de l'eau ou qui va chauffer de l'air, qui va être distribué. Ça, il y a plein de solutions de production d'énergie. On pourra les regarder si on a du temps après. Mais ça pour dire que la production d'énergie va venir soit pour assurer une température productive pour nos plants ou au moins assurer leur survie. Là, Et si on... Oui, vas-y. je suis curieux sur le thème de la production d'énergie parce que c'est un point de bascule, psychologique, je trouve, quand tu as ta serre, tu as déjà mis beaucoup d'énergie de l'été, de ton corps, tu sais, de mettre ton porte-monnaie à chauffer une serre. Selon toi, c'est quand le moment de l'année où c'est raisonnable de produire de l'énergie? Quelle que soit, la culture, tu sais, on va pas rentrer là. Mais est-ce qu'on parle de novembre? Et est-ce que si je produis de l'énergie en octobre, ça sous-entend que j'ai mal conçu ma serre ou que je peux faire mieux? Ouais, ben, ça va dépendre de tes plantes. Si tu une Ça vient juste le choix des plantes, c'est une mesure d'efficacité énergétique. Choisir des plants qui vont être capables tu sais, les légumes-feuilles asiatiques, ainsi de suite, ils sont capables, les épinards, le kale, ainsi de suite, sont capables de se rendre assez loin dans la saison sans qu'on ait besoin de chauffage. S'ils sont en mode, par exemple, hem, on est en mode garde-manger vivant. Fait que là, il faut juste les garder en vie. Mais un gel au mois de mai, tu veux pas, tuer tes semis. Tu as tes semis de tomates, tu as des cultures chaudes ou même, Mmh. ça peut être, tu sais, même des légumes, que tu as semés en sol, que tu veux pas un gel. Il y a pas de problème à chauffer ta serre avec des couvertures flottantes, heu, un 14 mai, à la pleine lune, je sais pas les dates là, mais tout ça pour dire, la facture, tu ça vaut pas la peine de perdre tes cultures. C'est mieux d'avoir une résistance électrique puis de dépenser. C'est pas une fois qu'il y a un problème. C'est lorsque si on a un chauffage prolongé ou un chauffage très intense. Par exemple, une serre mal conçue, il y a trop de masse thermique, puis cette masse-là devient froide et là, il faut la réchauffer. Donc,
lorsqu'on met trop de masse thermique, ça peut être un problème. On atteint le point où est-ce que cette masse-là, elle suce toute l'énergie disponible, puis on n'est pas capable de la monter à un niveau assez élevé pour qu'elle redonne. Donc, encore là, ça, c'est au niveau design qu'on peut vraiment pousser le dimensionnement. Mais ça Ça pour serait par dire exemple si on n'a pas respecté le ratio longueur-largeur, ça serait par exemple si, il y a des barils d'eau partout. ouais, J'essaie de me forger une image visuelle de qu'est-ce qu'une serre OK, qui a un peu exagéré sur cool. la masse thermique. Ben, il y a entre autres là, visuellement, certains de vos auditeurs assurément ont sûrement déjà vu les stars, les maisons Earthship qui sont faites littéralement en terre. Fait que tu peux avoir 1 mètre de terre pour ton mur nord ou, il y a aussi une serre qui est super, qui est très Mmh. populaire, qui est la serre chinoise, que c'est une serre solaire passive, encore là avec vraiment beaucoup de masse au mur nord. Ceci dit, lorsqu'on a beaucoup de masse, c'est super intéressant parce qu'on est capable de collecter, emmagasiner ça pendant l'automne et ça va être capable d'être super résilient pendant les mois les plus difficiles, par exemple, novembre, ainsi de suite. Mais si tes ambitions sont trop élevées par rapport à ton design, tu veux cultiver encore plus loin, puis que tu as pas de source d'énergie abordable, par exemple, un poêle à bois pourrait servir à comme juste régénérer cette Mmh. chaleur-là. Si tu as du bois, sur ton terrain, et ainsi de suite, ça fait du sens. Mais si, pour respecter ta température, lorsque ta masse est vide, tu dépends d'une résistance électrique, ça va te coûter super cher. Donc, c'est tout un dosage entre c'est quoi tes ambitions, c'est quoi ton design, puis c'est quoi tes options, technologiques, si on veut, qui sont à ta disposition. Il faut que ça Tout soit à fait. vraiment un bon triangle pour que ça soit un succès. Excellent, avançons. Puis finalement, donc on a produire la chaleur, puis là, hem en mode refroidissement, on n'a pas besoin de produire de chaleur, on n'a pas besoin de conserver la chaleur, c'est l'inverse, on veut l'évacuer. Donc ça, c'est la situation, hem, estivale. Dans le fond, en fait, dès que, on a un ciel presque clair ou partiellement nuageux, la serre a pas besoin de système de chauffage, pour avoir une température adéquate. Même lorsque lorsque notre masse est saturée, dès que la serre est relativement chaude, notre masse, encore là, elle augmente de plus en plus de température, ou du moins son volume augmente de température. Mais il y a un point où est-ce qu'on veut l'évacuer, il y en a trop à gérer, on atteint notre maximum de température qu'on s'est fixé, on doit l'évacuer. Puis là, on va évacuer en différents niveaux. Donc le premier niveau, pour avoir un climat résilient, si on veut l'automatiser. Donc, que ce soit l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, le premier niveau de ventilation, il doit être automatisé parce qu'on ne peut pas être là. C'est une trop grande charge mentale d'être là tout le temps. Si on veut assurer la survie de nos plants, on doit automatiser, que ça soit une automatisation passive. Il y a des vérins avec la cire d'abeille qui ouvrent toutes seules, finalement, lorsque la température atteint un certain point. Donc, c'est passif, mais c'est automatique. C'est pas toi qui vas dire au vérin d'ouvrir, il va s'ouvrir tout seul 24 heures sur 24 s'il fait trop chaud. Ou un ventilateur d'extraction ou d'intrant, soit que tu vas faire entrer entrer de l'air extérieur ou en faire sortir avec un thermomètre, style, Inkbird ou équivalent. Fait que finalement, un contrôleur très simple qui va juste partir lorsque la température atteint un certain seuil. Ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2, il est super pertinent l'été, principalement, parce que ce qui se passe l'été, c'est que la température extérieure est trop élevée pour qu'on puisse refroidir efficacement avec un petit système. Le niveau 1, c'est un petit système. C'est une c'est quelques petites trappes de ventilation où c'est un ventilateur raisonnablement, petit, ce qui fait qu'on est capable de réduire la température rapidement dans notre serre avec un petit système. Le niveau 2, c'est le gros système. C'est celui qui, lorsqu'il fait
25 degrés Celsius dehors, plein soleil, on ne surchauffe pas la serre. Donc, pour le cas des abris simples ou la plupart des serres qu'on utilise au Québec l'été, c'est d'ouvrir les ouvrants sur les côtés, là. Donc, on essaie d'avoir au moins le tiers de notre fenestration au sud. Ben, du moins, on calcule les pieds carrés, la surface de notre fenestration au sud, au moins le tiers de cette fenestration-là doit servir à quelque part en termes de superficie pour la ventilation naturelle. Donc, la ventilation naturelle, c'est génial parce que c'est gratuit. On appelle ça en anglais du free cooling, c'est du refroidissement gratuit. Donc, simplement avec les principes physiques du vent ou de l'effet cheminée on va refroidir un grand volume d'air avec des grandes ouvertures. Et le dernier niveau, celui qui est le, dans les dans le pire des cas, lorsqu'on n'est pas capable, même avec nos grandes ouvertures, de stabiliser la température, ben là, il va falloir mettre un ombrière. Donc, c'est des filets tressés Mmh. qu'on va appliquer par-dessus notre serre qui vont filtrer, ben, qui vont refléter ou du moins qui vont juste laisser passer 30, 50, 70 de l'éclairage en fonction de celui que tu achètes. Puis ça, c'est vraiment un dernier recours. Puis c'est pas une solution viable à long terme. C'est vraiment canicule, on n'est pas capable de le gérer, la surchauffe, on applique ça sur la serre pour pas perdre nos cultures. Faut y Ceci penser, quoi. dit, Faut avoir si ça ça arrive près de soi. ouais, si ça arrive souvent dans l'été où est-ce que tu es obligé de mettre, ça parce que dans ta serre, il fait continuellement 35 degrés Celsius, il y a un problème. Il va falloir que tu changes un paramètre, de design, que tu te rajoutes la masse, que tu te rajoutes de la ventilation, parce que le but, c'est d'avoir cet éclairage-là. Tu le veux pour la photosynthèse. Fait que de mettre un ombrière, c'est dans le fond, c'est pas à l'intérêt de tes plantes, là. C'est Et quand le même houblon, ouais, vas-y. bah, tu as nommé ombrière, au sens, des filets que tu achètes. Ouais. Il existe toi, tu as des pieds de houblon au pied de Ouais. Donc, moi, ceci dit, ça dépend encore de la façon qu'on utilise la serre. Ce que je trouve intéressant pour au moins la section, verrière, donc une section d'espace de vie dans ta serre, je fais monter mes plants doublons au niveau, du vitrage, ce qui fait un ombrière naturel végétal, ce qui est super beau, puis ça te permet de limiter la surchauffe dans la serre, à cet endroit-là. Hem, Ceci dit, les des vignes extérieures, ça va limiter, l'éclairage dans la serre. Donc si mmh mh. l'intention, c'est d'être très productif dans la serre, ben là, c'est ça, il va falloir faire des choix. Il peut y avoir des vignes intérieures dans la serre aussi. Luc Milderman, c'est ça qu'il fait. Sa serre annexée à sa maison, sert essentiellement pour les verdures l'hiver et pour les vignes l'été, des vignes de raisin. Donc, ils vont courir à l'intérieur de sa serre. Puis son potager, lui, est en estrie, puis il fait relativement chaud. Fait que je pense qu'il y a peut-être un autre serre plus légère, comme chez nous, où est-ce qu'il va faire ses tomates, ainsi de suite, à l'extérieur. Mais il va gérer la surchauffe dans sa serre solaire passive par l'utilisation de vignes qui va justement collecter cette énergie-là puis réduire la surchauffe. Parce que plus qu'une serre, c'est drôle à dire, mais plus qu'une serre a de légumes à l'intérieur, plus qu'il y a de feuillage, plus qu'elle est productive, plus ça l'aide à refroidir. Parce que ce qui se passe, c'est pendant l'évapotranspiration des plantes, les plantes, là, finalement, c'est une pompe. Ça prend, ça prend l'eau dans le sol et via un effet de différence de pression, ils vont sucer l'eau, les nutriments qui va sortir par évaporation au niveau du feuillage. Bien ça, ce phénomène-là, ça refroidit le feuillage et donc le bilan thermique de la plante, c'est que l'énergie dans la serre va vouloir réchauffer les feuilles. Donc, ça l'abaisse la température de la serre, le fait d'avoir une plante qui est en grosse
en grand mode, photosynthèse, évapotranspiration, c'est ça va relâcher de l'humidité dans l'air. Fait que ça, c'est un autre truc à gérer, mais ça va avoir un effet de refroidir la serre. Donc Je vais essayer de faire l'élève qui a bien écouté, mais ça veut dire que peut-être que dans ton bilan thermique, tu as pas des plantes qui ont assez de biomasse au final? mmh, dans les, si tu as un problème de surchauffe? Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que le Si pire, si mettons, si tu avais ta serre, puis par exemple, l'année 1, tu la construis, tu implantes pas tes verdures tout de suite ou tes plantes de tomates, ainsi de suite, la température va être plus difficile à gérer que Ah oui, lorsque tu vas mettre tes plants. ah c'est cool. Donc Et avant de conclure la partie évacuée, est-ce que tu pourrais me dire l'autre vertu de recycler l'air, autre que évacuer la chaleur? Il y a pas une notion de, je sais pas, par exemple, l'oxygénation quand on est trop dans une pièce, on mmh étouffe. ouais, Est est-ce qu'il y a des ratios à respecter aussi à ce propos-là qui ne traitent pas de la chaleur? ouais, donc c'est une super bonne question. Tu sais, pour la photosynthèse, on a besoin de quoi? Les trous il y a on a besoin de 3 choses. Je te pose la J'aurais pas dû question, dire que j'étais le bon élève. on a besoin le premier est facile, Les d'éclairage. photons, Ouais, l'éclairage, la ouais. température, bah, de l'air, mais je saurais pas vraiment dire, Oui puis non. C'est sur la température, c'est surtout utile pour la respiration et non pas la photosynthèse. Ceci dit, c'est l'éclairage, l'eau. Tu as besoin d'eau et de ouais. CO2. Puis OK, là, tu vois, ouais, quand c'est on le a les CO2 que photons, j'avais pas. l'eau, CO2, là, tu produis tes sucres. Mais comme tu dis, la ventilation, tu as besoin de renouveler l'air pour avoir le CO2. Si tu as une grosse production dans un environnement super étanche, fermé, ta plante, ben, ta production va consommer le CO2 pour créer ses sucres, pour faire sa photosynthèse. Puis là, ça va venir à un point où est-ce qu'il y a plus assez de CO2, où il y en a moins. Hem, Puis on a besoin de renouveler ça. Ceci dit, il faut pas, s'en faire trop parce que normalement, dans ta serre, tu vas vouloir gérer l'humidité relative, de ton air. Ça, c'est un autre facteur, limitant. Tu sais, on a parlé de l'éclairage, la température, mais aussi l'humidité relative liée justement à l'évapotranspiration. Mais lorsqu'il fait trop humide en saison froide, on va ventiler. Il y a différentes techniques, mais la plus simple, c'est de ventiler. Donc, faire venir de l'air extérieur dans la serre pour réduire l'humidité relative, amener de l'air plus sec. Ben, naturellement, ça va faire venir du CO2 dans ta pièce, ben, dans ta serre, dans ton espace de Est-ce que tu culture. as une formule magique de ce taux de renouvellement? Comme le 2 pour 1 ou le 3 pour 1, là, on parle de quoi? Parce que, c'est un peu comme quand on conçoit un système de chauffage, là, on connaît le taux de renouvellement de l'air? C'est une bonne question. J'aurais pas un chiffre à te donner vite de même, mais moi, en termes pratico-pratiques, si tu contrôles ton humidité relative, tu es correct au niveau du CO2. Donc, OK. si par exemple, ton ventilateur qui sert à ta surchauffe sert également à gérer, l'excès d'humidité dans l'air, tu vas avoir assez de CO2 pour, ta photosynthèse. Puis même en culture commerciale, ils vont augmenter ce taux de CO2-là parce que tu es plus productif. Donc, c'est vraiment important le CO2, là, c'est pas banal, c'est limitant. Ceci dit, si ta serre est bien conçue au niveau de l'opération, l'été, il y a jamais de problème, parce que tu ventiles, tu dois ventiler dès qu'il y a de la Mmh mh. lumière dans ta serre, il y a photosynthèse, il y a surchauffe, tu ventiles, il y a assez de CO2. Fait que c'est pas un problème. C'est vraiment plus en mi-saison ou en saison froide où est-ce que tu vas être étanche parce que l'efficacité énergétique, tu sais, on a parlé de conservation d'énergie, tu sais, j'ai parlé d'isolation, mais l'étanchéité, c'est le premier élément à considérer, à maximiser pour avoir une serre qui est efficace au niveau thermique, c'est l'étanchéité. Mais qui dit étanchéité dit aussi limiter l'échange, Ouais, risque d'air d'humidité. donc de CO2. Excellent. Alors on s'en va sur la fin, si Ça ça te va.
Vas-y. Ouais, ça, c'est, tu sais, on pourrait en parler des heures de chaque système qui permet le chauffage, le refroidissement, la déshumidification. Il y a plusieurs solutions. C'est plus du calibre niveau 2 de nos formations. On regarde chaque système euh, qui vous intéresse finalement, puis qu'on va en profondeur pour faire le dimensionnement, puis de comprendre c'est quoi au niveau design. Fait que il y a des systèmes qui sont plus intéressants que d'autres parce qu'ils ont une double vocation, si on veut. Comme, par exemple, le puits canadien, la thermopompe, la masse thermique ont un effet refroidissement et de chauffage. Fait que c'est super intéressant. Puis il y a, par exemple, le GAT qui est, en anglais, c'est Ground Air Heat Transfer. Donc, c'est finalement une grosse batterie thermique sous la serre, généralement. Des fois, ça peut être hors de la serre, mais cette masse-là permet d'avoir un gros volume de stockage qui va permettre de régulariser la température, autant au niveau du chauffage, du refroidissement. Encore là, il y a beaucoup de nuances. Donc, ça, c'est toutes des nuances qu'on apprend dans des formations niveau 2, mais qui permet aussi à déshumidifier. Puis qui dit déshumidifier dit que le refroidissement est encore plus efficace parce que non seulement on va refroidir l'air, mais on va faire condenser l'eau dans l'air. Donc, l'air sort plus frais, mais aussi plus sec. Donc, ben, le l'effet refroidissant est encore plus efficace. Ceci dit, si vous êtes intéressé d'aller plus loin au niveau des systèmes, au niveau du design bioclimatique, ben, je vous encourage à nous contacter, puis on va vous mettre sur une liste d'attente pour nos différentes formations niveau 2. En fait, on a notre site web qui va être en ligne tout nouvellement. Donc, le site web des Ateliers du Champ Libre. Et on a un formulaire que vous pouvez remplir dès que vous cliquez sur le guide gratuit. Ben, on a un formulaire qui va capter vos besoins, vos intérêts pour ensuite vous mettre dans une liste d'attente pour les prochaines formations plus techniques. Puis, Donc, j'aime vraiment ce qui est en train de se préparer pour 10 000 raisons. La première, c'est que c'est au village. C'est quand même cool de savoir qu'il y a ça au village. Moi, je dis souvent que la main verte est le fruit de l'inspiration de mes voisins. D'avoir des gens comme toi, c'est vraiment formidable. mmh, Donc sur ce site, vous retrouverez à la fois des guides gratuits. Tu disais capter vos besoins, mais on n'a pas beaucoup parlé de ça parce qu'on va se revoir. Mais il y a aussi la co-construction de qu'est-ce que vous avez besoin. C'est un formulaire qui est là pour étudier comment résoudre votre projet, votre problème, mmh. et pour que toute la documentation que vous concevez, elle soit de plus en plus adaptée. Parce que mine de rien, c'est aujourd'hui que va sortir ce site-là, si on est bon. On enregistre 2 jours avant. Et ouais, donc tu parlais qu'il va avoir des ateliers en présentiel. Ça se passe, ce soir au village. Tu as déjà une deuxième date de booker, donc si vous représentez une municipalité ou un groupe, de passionnés comme on en a beaucoup au village, bah, n'hésitez pas à contacter Marc-Antoine, et sa petite gang, Mmh. d'ingénieurs pour, créer ce genre d'événement. Et après, tu es en train d'étudier des modèles, en ligne ou en présentiel, en tout cas tout pour démocratiser l'accès à la connaissance et la création des CRCE. Ouais, c'est ça. Fait qu'au final, on y va avec l'offre et la demande. S'il y a une demande, on va créer le contenu, puis on va créer des dates, on va créer des webinaires. Donc, cette année, on est vraiment en mode implantation. Tu sais, on a les connaissances, on a plein d'études de cas. On attend juste d'avoir une réception au niveau du public pour avoir un impact finalement. Fait que ça soit des groupes collectifs, si on a assez de gens intéressés, on peut se déplacer en présentiel. J'adore le présentiel. Puis sinon, il va y avoir du en ligne. Puis assurément, si ce n'est pas cette année, l'année prochaine, on va avoir des ateliers de fabrication. Donc, potentiellement, d'avoir euh, à- ouais, c'est ça, ensemble construire une résilience concrète. Ça, c'est quelque chose que je crois beaucoup, beaucoup, puis qui
qui permet le passage à l'action beaucoup plus facile pour, plusieurs, d'entre nous. Excellent. Bon, on a vraiment de la chance, de t'avoir aujourd'hui dans le balado, mais surtout au Québec et puis que tu aies passé ce double décennie à compiler toutes ces informations. Puis je Mmh. sais que tu continues encore à faire, beaucoup de recherches. Donc un grand merci Marc-Antoine pour, tout ce que tu fais et on se voit, ce soir pour ta formation, Ouais, merci au beaucoup. village. Longue Allez, vie à la main verte, là, l'initiative est incroyable. À quel point ça l'aide au niveau de la charge mentale, puis au succès du potager. Ça encore, là, c'est vraiment une façon de démocratiser, l'accès à l'autonomie. Fait que bravo puis on à toi et toute l'équipe. merci, on sera content d'ajouter le petit côté, contrôleur pour que la serre s'ouvre automatiquement en fonction des cultures que tu as dedans, tu sais? Bref, on n'est pas geek pour rien. Très Allez, possible. salut, à très bientôt. Ciao.